est On air. Oh, vous êtes bon! Mathieu Boulay, l'invité d'aujourd'hui. Comment ça va, Matt? Ça va super bien. On est content de t'avoir au podcast La Zone A1. Aujourd'hui, on est ici pour parler de posturologie. C'est pas mal toi qui nous a introduit au concept. Ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est ton parcours pour te rendre à la posturologie en premier. Puis après ça, on va se lancer vraiment vers le côté performance de la chose, le côté athlétique, étant donné que le podcast s'est orienté vers cette zone-là. Commence avec ça, Matt. Ça a parti d'où tout ça? Oui, ben j'ai été chanceux. En fait, moi, je pense que dans la vie, j'ai été très chanceux. Puis c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'essaie de redonner, puis tu sais, de plein de façons, parce que vraiment, je trouve que mon parcours, c'est beaucoup de chance. J'ai voulu m'entraîner quand j'étais plus jeune. J'ai voulu devenir entraîneur. Puis à partir du moment où j'ai travaillé dans un centre qui s'appelait Body Fitness sur le boulevard Pierrefonds, j'ai rencontré un bonhomme qui s'appelle Marc Nadon. Puis Marc Nadon, sa blonde à l'époque m'avait dit « Hey, tu sais, si tu veux te faire coacher, mon chum est trainer. » Okay. Puis tu sais, toutes les filles que je connaissais avaient un chum qui était entraîneur à l'époque. Je trouvais ça le fun de me faire vendre les services d'un autre entraîneur pendant que moi, j'étais en train d'apprendre à le devenir. Puis là, ben, elle me dit, tu sais, elle dit « Mon chum Marc, c'est pas juste qu'il est entraîneur, c'est que finalement, c'est un étudiant à Charles Poliquin. » Puis tu sais, j'avais entendu parler de Charles Poliquin. C'est que là, je me suis dit « OK, c'est quoi les chances? » Puis à l'époque, Charles Poliquin avait juste formé 3 personnes au Québec pour le représenter. OK, fait que t'étais vraiment au début. Là. Ouais. Je me rappelle encore le site web de Charles qui avait été fait par un élève de secondaire 3 d'une école, tu sais, en Gaspésie. Là, genre. Non, mais tu sais, pour dire que ça venait vraiment de nulle part, cette affaire-là. Il y avait un site web à peine, tu sais, professionnel, mais il y avait un peu les références de Charles partout dans le monde parce qu'il était déjà connu partout dans le monde. Puis, ben, comme de fait, les 3 gars au Québec, ben, je te le donne dans le mille. C'était Marc Nadon, Paul Gagné, puis Yves Étier. Ça fait que moi, c'est ça, c'est un concours de circonstances que ça donne que la fille avec qui je travaillais au front desk de Body Fitness, son chum, c'était Marc Nadon. Ça fait que là, quand j'ai compris que c'était Charles Poliquin qui avait formé Marc, ben là, je me suis dit, OK, ben c'est sûr que je vais m'entraîner avec. Ça fait que je suis devenu chum avec Marc. Et puis, ben, c'est Marc, à un moment donné, qui m'a dit, regarde, moi, je veux bien t'entraîner pour être un bodybuilder, mais bon, tu sais, t'es un athlète de bon niveau, puis t'es tout croche. Ça fait qu'à partir du moment où ça a été dit, écoute, mon bassin shiftait tellement sur mes squats quand j'étais jeune, qu'à un moment donné, Marc, cette année, il prenait un genre de, tu sais, le dowel là, que tu mets sur... Bon, pour apprendre à bouger, là, pour le faire les exercices. Ouais, il me donnait des coups d'un mollet. Il me donnait des coups d'un mollet, je te le jure, le gros. Il me donnait des coups d'un mollet pour que mon bassin il arrête de shifter sur mes squats. Ça fait qu'à un moment donné, hey, t'en connaissais pas celle-là, hein? On se connaît depuis longtemps, il y a plein d'histoires qu'on ne s'est pas racontées. What? Ben, tu sais, puis en même temps, moi, je suis comme, tu sais, je suis ticu, puis je fais de mon mieux là, pour que mon bassin. Ça doit être de même pas. que ça marche. Ah, tu sais, je veux dire, veux pas, Poliquin l'a formé. Je comprends que c'est un peu à la dure, là, puis tu sais, comme moi, je suis là pour ça, puis comment, ouais, bon, moi, mollet. Chris, si ça peut marcher, honnêtement, c'est comme, let's go. Ça marchait-tu? Évidemment, ça marchait pas. Parce qu'on sait que ça se corrige pas de même. Mais, alors, ben, évidemment, Marc m'a dit, regarde, il faut que tu ailles voir mon chum Yvetti qui est posturologue. Il frappe plus fort que moi. Ouais, honnêtement, là, surtout quand il faisait du ART, là, c'est comme, ouais, il manquait pas sa shot, un peu comme Charles d'ailleurs. Mais c'est ça, donc, je suis allé voir Yves, puis Yves, rapidement, tu sais, faisait la promotion des cours de posturologie à l'époque. Écoute, on est en 2002, je sais même pas c'est quoi un numérus, puis il me dit, tu sais, comme, ben, regarde, il faut que tu ailles faire le cours, le docteur Bricot vient à Montréal. Moi, je suis comme, ben, il faut que j'aille faire le cours, OK, il faut que j'aille faire le cours. C'est le premier cours que tu as fait. Ouais, vraiment? en 2002. Wow. Ouais, c'est vraiment arrivé comme ça. Je savais pas c'était quoi un cuboïde. Je savais rien de rien. C'est que je suis allé faire le niveau 1. Là, tu étais en enseignement, ça veut dire. Même pas, j'étais même pas encore prof. J'ai commencé à enseigner en 2007. OK. Non, excuse-moi. Non, tu as raison. Oui, je commençais ma carrière d'enseignant. Ça a duré 5 ans. Donc, de 2002 à 2007. Donc, en même temps que je commence à enseigner, je m'en vais faire un cours de posturologie, puis tu sais, comme avec aucunement l'intention de faire ça de ma vie, mais je suis juste, Chris, il faut que je comprenne comment ça marche. Ben oui. Tu sais, même en tant qu'athlète ou athlète en devenir ou quelqu'un qui veut juste s'améliorer, ça fait que là, c'est Michel Joubert qui donne le niveau 1. Écoute, je sors de là, j'ai absolument rien compris. Sauf que, évidemment, ce qui arrive, c'est que souvent, les gens qui font le cours, surtout à ce moment-là, amènent dans la formation des gens avec qui ils ont de la misère en traitement. Et là, ben, là, j'ai vu les transformations avec la posturologie, avec Dr. Joubert. Tu sais, là, je voyais Paul, je voyais Yves. Puis, tu sais, je sais que ces gars-là sont impliqués avec le très haut niveau. Je me dis, OK, mais il y a peut-être personne qui sait c'est quoi, mais c'est vraiment hot ce qu'ils font. Ça fait que même si j'avais rien compris, ça m'a jamais quitté cette base de... cette expérience-là, en fait. Tu n'avais rien compris, est-ce que tu
T'as pas compris les principes? Puis comment tu vas... Dans le fond, tu sais, j'arrivais pas à comprendre comment... Connaissant ton cerveau aujourd'hui, je me dis Ouais. comment qu'il a pu faire mais pour c'est rien son comprendre. premier cours, man. Ouais, c'est ça. Puis c'était mon premier cours, puis tu sais, j'étais même pas ostéopathe à ce moment-là. Non, Là, c'est tu sais, ça. je commençais à devenir entraîneur. T'étais pas plus ou moins dans le domaine de la santé. Là. C'est comme Non, c'est exactement. Il n'y avait même tu pas sais. le background de kinésiologie que nous, on avait quand Ouais, on a fait c'est le ça, cours tu de sais. posturo. Alors là, tu sais, Doc Joubert qui parle des afférences mécanoréceptives du pied, tu sais, je veux dire, je sais même pas c'est quoi une afférence, puis le mot mécanorécepteur me dit rien. Sauf que, tu sais, l'énergie qui se dégageait de ce cours-là, les changements que j'avais vus dans les travaux pratiques, sur les cobayes qui étaient venus, j'ai fait, OK, mais c'est parce qu'on est sur une mine d'or ici. Tu sais, on est sur quelque chose qui va changer la game pour toujours. Puis évidemment, avec Paul, avec Yves, c'est en train de se faire avec le haut niveau. Là, je me dis, OK, j'ai rien compris, donc je vais aller étudier les bases. Puis c'est là que j'ai décidé de dire, OK, ben pendant que je commence ma carrière de prof, il faut quand même que j'aille faire mon ostéo, il faut quand même que j'aille faire mes cours de thérapie manuelle, massothérapie, parce que finalement, je me suis dit, si je vais apprendre des choses plus classiques, ça va me donner des ressources pour retourner un moment donné. Parce que je savais que j'y retournerais, je savais pas Tu quand. avais déjà décidé que tu retournerais faire Ouais. le cours de posturologie. Oui, parce que je me suis dit, c'est trop hot. C'est juste que c'était pas accessible pour moi à ce moment-là. Ça fait qu'après avoir fait bien des formations, en 2007, j'y retourne. Et c'est à partir de ce moment-là où là, j'ai assez compris pour faire OK, là, je vais juste faire ça de ma vie. Là. Parce que finalement, j'avais déjà l'empreinte émotionnelle du pouvoir de la chose. Wow, là. Et Ok. comme de fait, à ce moment-là, c'est aussi Dr Bricot qui donnait le cours. Ça fait que là, tu comprends, je rencontre Bernard, je vois un peu le type de personnage, la bienveillance de ce bonhomme-là, dont la préoccupation numéro 1 a toujours été de faire du bien dans le monde. Je résonne avec ça un temps de fou. Ça fait qu'évidemment, depuis ce temps-là, ben, tu sais, comme j'ai jamais lâché le morceau. Puis c'est ce qui fait qu'à partir du moment où je t'ai rencontré, tu sais, les gens me disent c'était de conviction. Ouais, mais c'est parce que j'ai vu. Qu'est-ce que ça fait? C'est comme, j'arrive même pas à le vendre parce que je peux pas vendre. Tu sais, je suis pas bon vendeur. Sauf que j'ai tellement vu au fil des années le pouvoir de la chose que je veux dire, je vais être en train de mourir puis je vais être en train de parler à quelqu'un du fait qu'il faudrait quand même que ses pieds soient équilibrés, là. C'est comme, ça serait quand même mieux pour eux autres. Tu sais, c'est pas absolument nécessaire. Mais genre, si tu veux vivre jusqu'à ta mort, t'as comme pas le choix de passer par là. Puis évidemment, pour la performance, c'est d'autant plus vrai parce que, ben en fait, c'est les gens qui veulent la performance poussent leur corps à un niveau, ben, tu sais, où finalement, ils ont encore plus besoin peut-être d'être équilibrés. Ben oui. Puis la façon dont on le fait, c'est, tu sais, c'est vraiment la meilleure méthode au monde. Donc, je me dis, ben, il faut en parler. Puis oui, donc c'est ça. C'est un peu comme ça que je suis devenu convaincu puis convaincant, là. Ouais, exact. Tu as parlé de Bricot, qui est comme le père de la posturologie. Lui, Dr Bricot, c'était un chirurgien. Oui. Est-ce que tu connais un petit peu comment il a fait... Qu'est-ce qui est arrivé qui a fait la transition? Ah, Ou cette tu connais histoire-là. plus que nous, là. J'aimerais ça un peu connaître l'histoire. Ah, écoute, moi, Dr Bricot, honnêtement, moi, tu sais, à part mon père, c'est l'homme qui a le plus formaté ma vie, en fait. De par le fait qu'il veut faire du bien dans le monde. Après ça, tu sais, il vendrait des chars. Je veux dire, après ça, tu sais, les méthodes, la méthodologie, la technique, c'est important parce que c'est avec ça qu'on a des résultats, mais c'est la conviction derrière. Donc, Dr Bricot, c'est un médecin chirurgien orthopédiste spécialiste de la scoliose pédiatrique. Donc, autrement dit, ouais, puis vraiment, c'était un top. Là. Tu sais, c'était même pas un de ceux qui avait un peu réussi ses cours. Il a été médaillé des hôpitaux en France. Tu sais, c'est vraiment comme, c'était une hostie de bombe. Puis, très rapidement dans le début de sa carrière, après avoir fait quelques opérations avec les tiges d'Harrington pour la scoliose, tu sais, c'est quand même épouvantable quand tu dis que tu as un enfant en bas âge, puis que la seule solution pour lui permettre de vivre, dans certains cas, c'est une tige de métal dans le dos. Ça fait que Dr Bricot, très rapidement, s'est dit, OK, même si j'ai... Puis c'est fou, là, parce que, tu sais, déjà, devenir médecin, c'est pas évident. Devenir chirurgien orthopédiste, c'est une des spécialités les plus difficiles d'accès. En plus, t'es le top dans ton domaine. En plus, il est vraiment très bon. Ça fait que là, tu te dis, OK, ce bonhomme-là, finalement, il s'est dit, OK, ouais, mais je suis pas à l'aise avec ce que je fais. Puis je me dis, y aurait-tu moyen de faire mieux? Y aurait-tu moyen d'être plus conservateur? Y aurait-tu moyen de pas faire ce pourquoi on m'a formé? Tu sais, si ça vous crisse pas sur le cul, là. Ah, ben oui. Tu sais, comme n'importe qui ou à peu près qui devient chirurgien orthopédiste, quand tu regardes le salaire annuel, quand tu regardes le style de vie que ce monsieur-là aurait pu vivre, il aurait vraiment juste pu dire, regarde, moi, pour le restant de ma carrière, là, Des tiges de métal je mets dans des le tiges dans de le métal dos dans des le dos des enfants, puis ma vie est faite, là. Ouais. Ouais, exact. Ça fait que, tu sais, puis c'est des conversations que j'ai eues avec lui, ça, des fois dans des taxis en se rendant à un cours, tu sais, on avait 15-20 minutes, on se parlait, puis oui, c'est des moments où j'ai été vraiment privilégié.
parce qu'on a tellement formé avec Bernard, surtout aux États-Unis pendant à peu près 5, 6, 7 ans, que oui, c'est ça, c'est des conversations que j'ai eues avec lui, puis je me dis, mon Dieu, tu sais, comme, il n'a jamais écrit ça dans un livre. Tu sais, puis ça, je le porte en moi, puis j'essaie de le communiquer aux autres. Mais ça fait que Bernard, oui, il s'est dit, y a-tu moyen de faire mieux? Et là, Bernard, dans les années 80, avait compris ce que tout le monde commence un peu à comprendre maintenant, le pouvoir infini du cerveau puis du système nerveux. Et là, il s'est dit probablement que si on regarde comment que le cerveau doit connecter avec les muscles, on aurait plus d'éléments de réponse à savoir comment éviter ce type de chirurgie-là. Et il a commandé des études, il a demandé à des amis de faire des recherches. Il avait une hypothèse, à savoir que les pieds et les yeux étaient probablement les capteurs, les parties du corps qui, quand elles étaient déréglées, déréglaient l'organisme de façon systémique, entre autres au niveau orthopédique. Ça fait que les études de Jean-Pierre Roll, par la suite, sont venues. JP, qui finalement a été celui qui a démontré peut-être le plus et le mieux les théories, les hypothèses que le docteur Bricot avait. Ce qui est cool, c'est que c'est pas docteur Bricot qui les a fait les études, donc on pourra jamais dire « Ouais, mais tu sais, t'as fait les études pour prouver ça en quoi tu croyais. » Et évidemment, Jean-Pierre Roll n'est pas le seul, mais c'est vraiment lui qui a mis les bases de la posturologie moderne, à savoir que quand tu as un dérèglement des pieds puis des yeux, il y a deux possibilités de déséquilibre. Tu peux être déséquilibré avec, par exemple, beaucoup les épaules, beaucoup le bassin, mais il y en a pour qui le dérèglement se fait peut-être un peu plus au niveau de la colonne vertébrale. Et comme de fait, ça a donné beaucoup d'éléments, beaucoup de pistes pour aider des dizaines de milliers de patients, parce qu'eux sont médecins, donc eux, c'est des patients. C'est des patients. Et on a, ces gens-là ont vraiment, dans plusieurs cas, évité les chirurgies pour la scoliose pédiatrique. Évidemment, on a fait beaucoup de bien à beaucoup de monde, entre autres des athlètes de haut niveau. C'est vrai en Europe avec les meilleurs joueurs de soccer, de foot. C'est vrai ici avec vous, avec d'autres. Mais oui, donc c'est vraiment parti de ça. C'est vraiment parti de l'idée de est-ce qu'on peut faire mieux pour des enfants? Donc ça me touche parce que, tu sais, moi, évidemment, les enfants, puis comme pour tout le monde, ça vient nous chercher. Tu sais, on fait tout ce qu'on fait aujourd'hui pour laisser un monde meilleur derrière nous. Mais tu sais, Bernard a toujours eu ça en tête. Puis évidemment, il s'est fait haïr. Puis évidemment, le monde médical, tu sais. Pas ce que les autres disaient. Ben, tu sais, il remettait en question la notion même de pourquoi il avait été formé. Puis on s'entend bien que des fois, tu n'as pas le choix, puis ça prend cette chirurgie-là, puis c'est, j'imagine, tout à fait légitime. Mais d'essayer de l'éviter au mieux, puis finalement, de plus faire ce pourquoi il avait été formé, puis de devenir posturologue, quand dans le fond, ce mot-là existe encore à peine, en quelque part. Tu sais, c'est l'histoire de Bernard. Donc, comment pas être touché par ça, puis comment pas vouloir prendre le flambeau, puis pousser cette mission-là plus loin avec lui, puis pour lui, puis dans le fond, puis c'est ce qu'on fait, vous et moi, depuis des années. Ouais, c'est ça, c'est fou, hein? Ah, c'est cool. Ouais. Ça part de là, arrêter. C'est vraiment ça. Ça part vraiment de là. C'est le début. Ouais. À partir de ce moment-là, Bernard, c'est sûr qu'il a toujours intéressé plein de professionnels, à part les médecins. Puis, c'est peut-être beaucoup de nous, en fait, je pense qu'ils l'ont ouvert à tout ce qui était performance. À partir du moment où, en Europe, ça a toujours été vu pendant des années, la posturologie, comme quelque chose de très médical, de très paramédical, de très clinique. Hein? Donc, physiothérapie, ostéopathe. Mais là, évidemment, dans les dernières années, puis on l'a vu, puis c'est entre autres Charles Poliquin qui nous a aidés avec ça parce qu'il disait que la posturologie était bonne. Tu sais, à partir du moment où Charles Poliquin dit que la posturologie est bonne, c'est sûr qu'il y a plein d'entraîneurs partout dans le monde qui font « Hey, il faut que j'aille voir ça un peu plus. » Puis là, comme il y a beaucoup d'entraîneurs, puis kinésiologues, puis préparateurs physiques qui s'y sont mis, ben là, évidemment, tu sais, depuis ce temps-là que ça grossit. Puis c'est ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui, puis qu'il y a plein de monde qui vont être intéressés à écouter ce qu'on a à dire, parce qu'on était là avant que quiconque s'y intéresse, en fait. Ben moi, c'est Charles Poliquin qui m'avait comme allumé une cloche, qui avait dit quand il faisait faire son recalibrage postural, il gagnait 9% de force dans le test de préhension de plus. Ouais. OK. T'es mieux balancé, tu gagnes la force, OK, là, ça m'intéresse. Ouais, puis Charles mesurait, hein. C'est à partir de là que là, j'ai voulu aller plus loin dans mes études de la posture. Alors, c'est ça. C'est ce qui t'a amené, en fait, à travailler aussi avec Bernard. Donc, moi, je me souviens quand on s'est rencontrés, j'avais fait le cours, puis Bernard était là, mais il y avait plusieurs anglophones. Donc, c'est pas très populaire au Québec, même si c'était au Québec. C'était plusieurs gens des États-Unis qui s'étaient déplacés pour le cours. Puis tu faisais la traduction du français parce que Bernard parle pas anglais, ou du moins, il parle pas assez pour expliquer les concepts. De le parler. Ouais, exact. C'est presque parce qu'il veut juste pas parler anglais. Tu étais en avant avec lui en train de traduire les cours pour les anglophones. Fait qu'on avait comme la portion français, puis après ça, ben, tout de suite après, tu faisais la traduction puis les explications. Donc, ton travail de formateur a commencé à ce moment-là parce que tu n'avais jamais vraiment été dans une situation où tu formais des gens jusqu'à ce moment-là. Non, exactement. Okay. Tu sais, j'avais le background d'enseignant qui, à ce jour, je pense, m'aide beaucoup à communiquer quoi que ce soit.
d'apprendre de la pédagogie. J'étais pas mauvais là-dedans, mais c'est sûr que quand on te forme pendant 4 ans à communiquer, après ça, peu importe ce que tu communiques, que tu sois one-on-one avec un client, que tu sois devant des étudiants, ça aide. Donc, j'avais ça. Après, veux pas, de traduire du français à l'anglais, j'étais bilingue, donc heureusement, parce que finalement, à la vitesse à laquelle Bernard peut parler, j'étais quand même capable de le suivre, puis il y avait une certaine dynamique assez pertinente pour dire que les gens étaient intéressés à faire les cours, même si, comme de fait, c'était traduit quasiment en simultané, là, parce que ça peut être lourd. Là. Et puis je me souviens, là, j'avais amené une gang, ma gang de coach de Kin, l'université. Puis, écoute, les amener là, ça a été quand même un enjeu, de les convaincre de le faire. Ouais. Parce que moi, comme j'avais expliqué dans l'autre podcast, j'avais vu Hugo Lebire dans la même semaine que tu m'avais évalué. Fait que ça a été comme une révélation pour moi aussi que j'étais sûr que j'allais faire. Il était venu à l'UQAM dans un cours présenter ça. La même semaine, c'est ça que j'expliquais à Yann l'autre fois dans le podcast. Tu m'avais évalué, tu m'as monté mes déséquilibres, puis là, je savais que c'est ça que je voulais faire. Puis dans la même semaine, là, pour que la vie te fasse sûr que c'est ça que tu vas faire le restant de tes jours, Hugo Lebire, un gars qui travaille en performance avec des athlètes à la Batcave, probablement la seule place de performance au Québec à l'époque. À l'époque, c'était la seule. Il fait les mêmes tests que tu m'avais montré, débloque un épaule sur le plan horizontal devant la salle de tout le monde. Fait que là, j'avais accès à probablement ma gang qui me faisait confiance, que hey, j'ai vu la même chose à Matt, il y a un cours qui se donne, on se pointe à formation. Puis, on était un peu... ça va être traduit du français à l'anglais. Mais au final, tout le monde était tellement content que tu répètes une deuxième fois dans un autre langage parce que c'était tellement compliqué, man. Les slides que Bernard avait mis au tableau, c'était des affaires des années 50. Avant même que PowerPoint existe, Bernard avait fait son PowerPoint, écoute, avec les flèches, les signaux. Avec des flèches qui apparaissaient avec des sons, man. En tout cas, c'était toute une chance que tu répètes tout ça. Bref, tout ça t'amène à, en premier, l'Institut IP. Oui. Mais avant ça, je veux dire, je me souviens, là, tu allais dans YMCA présenter la posturologie, puis tu faisais déjà ton rôle de formateur que tu fais aujourd'hui. Mais là, il y a eu un moment où il y a eu un déclic, où tu as bâti l'Institution IP. Peux-tu nous expliquer comment c'est arrivé ça? Oui, en fait, c'est parce que rapidement, parce qu'on travaillait différemment, on a été au cœur de certaines controverses. Ah ouais? J'ai fait un peu exprès aussi. Parce que j'avais compris l'idée du personnage tranchant avant même que je sache que ça existe en marketing. Dans le sens où je pense que quand tu arrives avec quelque chose de nouveau, tu as 2 stratégies. Tu peux amener quelque chose de nouveau puis être poli. Puis je sais pas si tu réussis à créer de l'intérêt et peut-être que j'en aurais créé même plus. Donc, tu sais, en rétrospect, je sais pas si le fait d'avoir été tranchant, puis certains vont dire arrogant dans mes premières années, je réussirai jamais à dire si c'était bon ou mauvais. La seule chose que je sais, c'est qu'on est rendu ici aujourd'hui puis on a évolué, ça fait que je peux comme pas être trop fâché. Mais on nous invitait dans des symposiums, dans des événements où j'avais 1 heure, 1 heure et demie pour parler de ce qu'on faisait. Puis plus souvent qu'autrement, même si j'étais pédagogue, même si je faisais un effort de simplification, comme je fais toujours, vous me connaissez bien, souvent, les gens quittaient puis ils étaient comme un peu émerveillés, mais un peu sur le cul en même temps, puis ils ne savaient pas trop quoi faire avec ça. Même si je leur donnais, par exemple, voici 3 exercices que vous pouvez faire avant un entraînement, ils les comprenaient, ils étaient capables de les faire, mais ils les utilisaient peut-être pas parce qu'ils se disaient comment je vais expliquer ça à mon client. Puis je comprends ça parce que moi, si je comprends pas quelque chose, il y a une chose qui est sûre, c'est que je le ferai pas. Ça fait que je résonne tout à fait avec leurs émotions. Ouais. Alors là, il y a mon chum Matt Bouchard qui, en parallèle, moi je suis chum avec Matt, puis veux pas, on se ressemble beaucoup à savoir notre obsession compulsive pour nos domaines d'intérêt respectifs. Lui en nutrition, moi évidemment en neuro. Puis là, je vois que Matt Bouchard, finalement, se bâtit un institut de formation avec des niveaux. Puis là, je me dis, mon Dieu, mais ça serait-tu pas le fun si je me donnais la chance de bâtir des niveaux de formation où j'ai le monde devant moi pendant peut-être, je sais pas, moi, une fin de semaine, où là, non seulement je peux introduire des concepts, je peux leur expliquer c'est quoi la pertinence, puis je peux leur montrer même plus d'exercices. Puis c'est ça l'Institut IP. Donc, c'est 2016 où je me suis dit, OK, là, il faut se lancer. Puis, là, c'est ça, là, on a formé depuis ce temps-là 551 personnes qui ont au moins fait un cours 1 de l'Institut IP. Puis là, on peut vraiment dire un peu partout dans le monde parce que on a formé aux États-Unis, un peu partout en Europe. On a des gens d'Afrique qui ont fait les cours. Je veux dire, c'est vraiment rendu un phénomène. Le Maroc, ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. Mais il y a des gens de partout qui sont même venus en France pour faire les cours, puis dans d'autres pays, Suisse, Belgique.
Ça fait que c'est ça. Et c'est peut-être, en fait, on va le dire, là, c'est vraiment l'Institut IP en Europe qui a fait connaître la neurologie fonctionnelle et ironiquement la posturologie, parce qu'au final, quand on est arrivé, tu t'en rappelleras toujours, hein, on est arrivé, Gab puis moi, la première fois en France, puis on est devant une salle d'à peu près 25 personnes grâce à Anthony, le tigre Baptiste. Puis comme de fait, tu sais, nous, on sera en France pour leur parler de neurologie appliquée, mais aussi de posturologie, parce que, tu sais, l'Europe a toujours eu sa version de la neurologie fonctionnelle. Et là, il n'y a personne qui sait de quoi on parle. Puis là, on est en France, puis on se dit, oui, mais ça vient de chez vous. Comment ça se fait que nous, au Québec, on est ici pour vous l'apprendre? Alors, moi, ma condition pour aller enseigner IP en France, c'était qu'il y ait au moins 2 personnes dans le groupe initial qui se fassent former chez Bernard, parce que je ne pouvais pas concevoir que les gens qui allaient bénéficier des services de ces gens-là n'allaient pas pouvoir bénéficier de l'approche complète, à savoir posturologie et patron moteur. Et finalement, la petite histoire, c'est qu'il y en a bien plus que 2 qui sont allés se faire former. Il y en a la moitié du groupe, je pense, en temps et lieu. Alors là, tu vois, Bernard voit des préparateurs physiques de la France rentrer dans ses cours, puis ne comprend pas ce qui se passe. C'est jamais arrivé. Puis là, veut pas, il y a des chapitres un peu partout en Europe du CIES. Il y en a un en Suisse. Il n'y en a pas encore en Belgique. D'ailleurs, c'est quelque chose que je veux développer parce que je me dis, bon, ils sont vraiment très intéressés à la posturo. Ils n'ont juste pas encore eu la version CIES. Mais tout ça pour dire que finalement, il y a plein de préparateurs physiques là, qui commencent à s'intéresser à ce qui est orienté vers le cerveau en France. Puis, ça a vraiment fait grossir la posturologie. Et il y a un bel échange depuis ce temps-là entre l'Institut IP et le CIES, un peu partout dans le monde, en fait. Parce qu'on a formé en Suisse, il y a eu des étudiants de IP qui sont allés faire posturo en Suisse. En France, évidemment, beaucoup. Mais là, c'est qu'on est en contact avec le CIES en Italie, on est en contact avec le CIES au Paraguay. Ça fait qu'il y a comme il y a vraiment de l'intérêt qui se crée de toutes parts, de tous côtés. Puis, tu sais, le but, c'est que tout le monde ait plus de bons outils avec lesquels travailler. La posturo, en soi, évidemment, il n'y a aucun cours qui donne tous les outils possibles et imaginables. Donc, je me dis, l'Institut IP est là pour complémenter ce que la posturo fait et renchérir l'offre de service pour avoir des résultats plus rapides, puis même, à la limite, attirer peut-être une clientèle qui voit la posturologie comme quelque chose de très technique, de très paramédical. Donc, avec des exercices comme ceux qu'on enseigne à l'Institut IP, de peut-être intéresser beaucoup de monde à l'idée de la neuro pour les amener progressivement vers la posturologie. Puis c'est évidemment, depuis 5 ans, c'est ce qu'on voit qui se fait, là. Et là, ta transition après ça vers le CIES, j'imagine, c'est fait de façon naturelle, étant donné que Bernard voyait qu'il y avait un paquet de monde qui allait faire les cours de Institut IP, puis qu'après ça, il partait de Institut IP, il allait voir Bernard se faire former à CIES avec son équipe. Exact. Là, tu as eu l'ultime proposition de faire partie, dans le fond, de l'équipe d'enseignants. Oui, l'ultime honneur, parce qu'en fait, Bernard a toujours su mon allégeance. Tu sais, je veux dire, dans le podcast qu'on enregistre en ce moment, si j'ai pas dit le mot Bernard Bricot 150 fois, je l'ai pas dit une fois, mais c'est toujours comme ça, en fait. Et ça, je pense que pour Bernard, ce qui est le plus important, c'est la loyauté. Puis je sais que nous, on a cette valeur-là aussi. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on résonne autant avec lui puis avec le travail qu'il a fait. Pour Bernard, c'est une question de tu as une poignée de main puis tu te mets à travailler. Et à ce jour, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Alors, Bernard a toujours su que mon allégeance était envers lui, que je lui devais tellement pour ses enseignements, dans ma vie personnelle puis dans ma vie professionnelle, finalement, dans ma vie au complet. À partir de ce moment-là, oui, quand l'opportunité s'est présentée, Bernard m'a demandé de le représenter au Canada, aux États-Unis, en fait, même en langue anglaise, si on veut, parce que c'est des cours que lui offre pas. Et de là, l'association depuis 2020, où là, on a formé, depuis 2020 quand même, pas loin de 80 posturologues, hein, un peu partout dans le monde. Oui, ça fait qu'en peu de temps, puis là-dedans, il y a eu la COVID. Hein? Donc, c'est juste pour dire qu'on a été au ralenti pendant 2 de ces 4 années-là. 3 même. Ça fait que c'est ça. Donc oui, ça se passe bien. Puis tu sais, j'ai jamais à parler à Bernard, puis Bernard n'a jamais à me parler parce qu'on sait qu'on s'en va à la même place. Exactement. Ce qui fait que j'ai carte blanche, ce qui fait que je développe plein de choses en parallèle, toujours avec la rétribution qui revient à Bernard. Puis en fait, moi, je me dis, ça va toujours être comme ça, en fait. Oui, c'est la même méthode à chaque fois, en plus. Il est conscient que tu n'as jamais dérogé, dans le fond, du produit initial. Tu as juste ajouté puis bénéficié, bonifié, en fait. Oui, bonifié, en fait, le protocole, tu sais, la méthode Bricot, parce que c'est vraiment ça, c'est le bilan postural, puis c'est des correctifs qu'on connaît, la semelle posturale pour les pieds, le protocole pour les yeux. C'est juste que, sur cette base-là, de par mes apprentissages en neurologie fonctionnelle, qui vient des Américains, puis Bernard est tout à fait au courant de ça, il sait c'est qui Ted Carrick, tu sais, c'est sûr que là, on a bonifié
pour ceux qui sont formés par moi spécifiquement, on a bonifié vraiment l'offre de service. Il faut dire qu'en Europe, pour tout le travail des yeux, c'est facile pour les posturologues européens de référer à des orthoptistes qui sont les spécialistes du mouvement de l'œil. Nous, on n'a pas ça ici. Donc, on se doit, si on va avoir des résultats optimaux, surtout avec le haut niveau, on se doit de se développer une connaissance du système oculomoteur pour aller chercher des résultats optimaux parce qu'on n'a pas accès à des spécialistes du mouvement de l'œil. Ça n'existe pas au Canada, puis aux États-Unis, c'est très peu développé. Alors, c'est sûr que j'ai fait les ajustements que je pensais qui étaient les plus nécessaires pour qu'on puisse nous continuer à évoluer, tout en respectant là, tous les fondements de la méthode de Bernard. C'est comme tu dis, on fait juste ajouter à la base, au fondement, oui. Comme on a fait le deuxième cycle là, récemment. Ouais. Absolument. Qui était très pertinent d'ailleurs parce que on a plus d'outils encore là pour travailler avec l'œil, qu'on sait que c'est un sensor, un capteur super important. Oui. Donc, puis comme on a vu à la formation, il y a de plus en plus de gens que c'est difficile, que neurologiquement, des mésadaptés, je te dirais. Oui, absolument. Donc, moi, j'ai trouvé ça super pertinent. Tu sais, la formation Posturo 1, j'avais adoré. Je me dis, c'est un outil que j'ai appliqué à partir du lendemain, puis ever. Mais là, après quelques années, tu as des outils encore de plus. Je trouve que ça reste qu'on est toujours en mouvement, on est toujours en développement, on est toujours en train d'upgrader l'offre, d'upgrader la façon qu'on travaille avec nos clients. Ouais. Puis moi, c'est ça que j'ai vraiment trippé. Là, puis je trouve, merci, Matt, de continuer à te former pour pouvoir nous former. Oui, c'est ça. Exact. Ça nous donne encore plus d'outils, puis ça fait qu'on crée plus de gens optimaux, plus de gens avec qui tu as des résultats. Des fois, tu as des résultats, mais là, tu n'avais peut-être pas mis le doigt sur le bobo parce que tu n'avais pas encore tous les outils nécessaires. Mais là, avec les outils qu'on vient d'avoir, ça fait une grosse différence de débloquer 15, 20, 25% de problématiques chez quelqu'un. C'est le petit chaînon manquant qui fait qu'elle va peut-être passer puis complètement changer sa vie après ça, parce qu'on le sait, quand quelqu'un est pris avec des douleurs ou des problèmes orthopédiques ou qu'elle sent qu'elle n'est pas capable d'accomplir ce qu'elle veut d'un point de vue physique, ça va le bloquer pour un paquet d'autres choses. 100%. Donc, c'est un élément majeur de dire que cette science-là, de la posturologie, la neurofonctionnelle, moi, ce qu'on parlait, moi, Pierre, la dernière fois, c'est que c'est une science évolutive parce qu'on n'a pas tout compris encore sur ce système-là. Contrairement à d'autres pratiques où c'est plus basé sur le structurel, le corps humain n'a pas bien changé ces dernières années. Là. Donc, ultimement, oui, on va avoir des outils différents. Exemple, un chiro peut utiliser des appareils maintenant pour s'aider. Il va avoir des scans qui vont être plus précis, mais les techniques manuelles, puis il va taper à la vertèbre, il va remettre en place, puis ça va revenir tout le temps pas mal à la même affaire. Oui. C'est vrai que les techniques structurelles, c'est intéressant comme parallèle ce que tu fais parce que manipuler L4 sur L5, ça va toujours quand même être la même chose. C'est-à-dire que tu peux passer par différents types de manipulations, mais le résultat va être L4, L5 que tu vas avoir normalisé. Après, nous, la question qui nous intéresse vraiment, c'est pourquoi est-ce que tu as besoin de le faire une fois et c'est surtout pourquoi tu as besoin de le faire à répétition. Puis dans cette quête-là de réponse à cet enjeu-là, c'est vrai que nous, on finira jamais d'étudier parce qu'en fait, non seulement on ne veut pas avoir à faire cette manipulation-là, si on a à la faire une fois, on ne veut pas la faire une deuxième puis une troisième fois. Et d'ailleurs, la neurologie fonctionnelle vient des chiropraticiens qui, eux-mêmes, veulent pas avoir à faire des manipulations. Tu sais, c'est quand même, il faut leur donner. Ted Carrick, c'est un chiro. Tous ceux qui se forment en neurologie fonctionnelle, à la base, sont très souvent chiro. Mais les autres, ils sont tous chiropraticiens. Alors après, moi, comme ostéopathe, c'est un peu bizarre que je fasse de la neurologie fonctionnelle. Sauf qu'après ça... Oui, parce que les ostéos sont déjà très système nerveux puis orientés vers le cerveau. Là. C'est la question que je voulais te poser, Matt. Tu as été formé en ostéopathie. Tu as fait posturo. Là, je ne sais pas quel qui vient avant. Je pense posturo un peu avant, mais tu as comme approfondi après ça. Tu es retourné. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté plus sur la posturo versus l'ostéopathie dans ta pratique? Parce que je sais que tu es un ostéopathe, mais qui... Mais j'ai jamais pratiqué, en fait, l'ostéopathie classique. Parce que, en fait, 2002, ça a quand même été le point de départ de mes découvertes. Puis c'était la posturologie, puis c'était Dr. Joubert, puis c'était avec Bernard Bricot. Après avoir vu ça, je suis allé faire ostéo pour mieux comprendre comment que le corps humain fonctionne.
Puis je l'ai fait dans une première école, puis plus récemment, je l'ai terminé dans une seconde école. Je ne le ferai pas 3 fois, là. mais tout ça pour dire que je voulais m'assurer d'avoir vraiment toutes les bases physiologiques, tout ce qui était pathologie, mais vraiment, puis même en même temps, d'apprendre les techniques ostéopathiques, tu sais, pour voir les bienfaits, les limites. Chaque méthodologie a des bienfaits, chaque méthodologie a des limites. Pour encore bien mieux comprendre quand les gens viennent se faire former en posturologie, par exemple, s'ils font des thérapies manuelles, un peu comprendre leurs enjeux, puis leur envie, à savoir qu'est-ce qu'ils viennent chercher en posturologie. Parce que je l'ai vécu, j'ai déjà travaillé qu'avec des thérapies manuelles, puis je les combinais, puis j'en avais quand même 3 très bonnes dans mes poches. L'ostéo, Muscle Activation Technique, puis à l'époque aussi, il y avait Active Release Technique qui était très, très populaire. Donc, tu sais, autant pour activer un muscle, autant pour faire un relâchement, autant pour travailler sur la structure, j'avais quand même pas mal d'outils. Et ce qui arrive souvent, c'est que tu as besoin de refaire un peu les mêmes protocoles chez à peu près tout le monde dès qu'ils se mettent à faire un peu plus de ce qu'ils veulent faire. Et comme j'avais toujours quand même en tête l'idée de la posturologie à partir de 2007, là, je me suis dit, OK, un n'empêche pas l'autre, mais évidemment, les gens que j'entreprends, j'ai pas le choix de faire de la posturo avec eux autres si je veux être intègre. En fait, si je veux dormir le soir, parce que sinon, j'arrive comme pas à me justifier qu'ils vont me payer pour un service quand j'arriverai pas à une résolution où ils ont de moins en moins besoin de moi, en fait. C'était vraiment une question d'éthique, d'intégrité professionnelle. Après, un n'empêche pas l'autre, sauf que moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai juste tellement tripé sur la posturologie. Puis après ça, quand j'ai commencé à voir que les chiro en neurologie fonctionnelle faisaient des choses qui étaient complémentaires, là, tu sais, je me suis garoché là-dessus. Puis à ce jour, je veux dire, à ce jour, je me forme chez Carrick. Je veux dire, je pense que l'Institut Carrick offre 506 000 formations différentes, là. Donc, en quelque part, je vais être en train de mourir, en train de faire un cours de Carrick, là. Je vais être rendu à 72% du cours, ça va dire sur mon site web, puis je vais mourir la seconde d'après. Dans le sens, il y a tellement de choses que ces gens-là ont fait bien qui peuvent être tout à fait être intégrés à la posturologie, que je pense qu'il faut aller puiser là-dedans. Puis après ça, il faut le tester. Puis là où nous, on est vraiment un peu en avance sur tout le monde, c'est que comme notre base, c'est la posturologie, quand on teste des protocoles de neurologie fonctionnelle, on a une meilleure perspective que ceux qui font que de la neurologie fonctionnelle parce qu'eux-mêmes le savent. Ils n'ont même pas en tête d'atteindre les objectifs que nous, on atteint avec nos clients puis avec nos patients. Là. Ils n'ont pas en tête l'idée d'un équilibre postural, de la symétrie. Ce n'est pas un discours qui existe en neurologie fonctionnelle. On est beaucoup en neurologie fonctionnelle à vouloir cibler des zones du cerveau très précises pour avoir des résultats très précis. Puis c'est drôle parce que c'est quand même des chiro qui ont une vue d'ensemble extraordinaire à la base. C'est pas assez global encore. C'est pas assez global, la neurologie fonctionnelle, parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions, ils n'ont pas les outils pour arriver à quelque chose de systémique et qui tient dans le temps. C'est ce qui fait que beaucoup d'entre eux, dans les dernières années, se sont plus tournés vers l'aspect biochimique de la médecine fonctionnelle, parce que j'ai l'impression que la promesse de la neurologie fonctionnelle plus neuromécanique n'a pas vraiment été respectée. Okay. Donc, plusieurs de mes mentors, finalement, maintenant, parlent pas mal plus de médecine fonctionnelle que de neurologie fonctionnelle. Dr. Brock, même Dr. Melillo. Puis, tu sais, tout est bon, là. Je vais juste dire, je me dis, si ces gens-là étaient pour combiner ce qu'ils font en neurologie fonctionnelle avec la posturologie, ça serait vraiment, tu sais, ça serait des discussions à avoir dans les prochaines années qui je pense, qu'il faut avoir parce que je pense que tout le monde aurait des meilleurs résultats. Ouais, c'est clair. Je vois en constante évolution aussi. Oui, absolument. Donc oui, la neurologie fonctionnelle, c'est très, très bon. Puis ce qui est très drôle, c'est que en ce moment en Europe, ce qu'on voit dans les dernières années, je pense que parce que la posturologie vient de l'Europe puis qu'à peu près tout le monde, parce que plusieurs de ceux qui sont actifs en ce moment dans le domaine de la préparation physique ont été initiés, ont fait les cours. Là, ils ont comme pensé qu'ils ont compris la posturologie, puis je peux vous garantir que ça se comprend pas en 3 ans, là, tu sais, comme. Mais au-delà de ça, et là, ils sont tous en train de triper solide sur la neurologie fonctionnelle, mais au point où j'ai l'impression qu'ils pensent que c'est même mieux. Et une des raisons pour ça, d'après moi, c'est que c'est américain. Et il y a vraiment un fantasme de l'Amérique chez les Français qui est encore beaucoup plus fort que celui des Québécois. Alors, je pense qu'à ce moment-là, ils se font... Je ne vais pas dire que c'est un lavage de cerveau parce que c'est pas vrai et c'est pas juste. Mais ils ont, dans la tête de plusieurs de ces gens-là que je rencontre en France, en Europe,
ils ont comme l'impression que finalement, s'ils avaient à choisir un des deux outils, ils mettraient la posturologie de côté puis ils feraient de la neurologie fonctionnelle. Et ça, avec le recul que j'ai, je crois que c'est une... Ouais. Parce que tu fais un petit exercice, mettons, oculaire avec un déplacement dans l'espace, puis là, tout à coup, ben, tu viens de régulariser sur ce que tu travaillais. Ouais. Puis bon, t'as pas besoin de comprendre toute l'entièreté des mécanismes posturales, puis t'as juste à faire ça. Donc, c'est à peu près tout le monde qui est dans le milieu de la thérapie manuelle peut prendre ça, ou même un préparateur physique, puis l'ajouter à ce qu'il y a déjà. Ouais. Mais si tu veux vraiment faire un travail profond, en profondeur, comme nous on fait, je veux pas en profondeur, ça, avec toute humilité, il va falloir que tu comprennes le truc au complet. Là, oui, puis on est dans une société où je pense qu'on se valorise beaucoup par Instagram. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, si tu apprends 2-3 exercices neuro, déjà, tu dis des exercices neuro, donc tu tapes un peu l'épaule parce que tu te trouves meilleur que les autres. Après ça, tu es quand même capable de démontrer un avant-après instantané qui est souvent impressionnant quand même, peu importe qui le fait. Et là, alors tu n'es pas intéressé autant dans le bienfait en fait, tu n'es pas autant intéressé dans le bien-être de cette personne-là parce que tu lui as demandé peut-être la permission de mettre quelque chose sur Instagram. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, puis c'est ce qui nous intéresse, puis c'est pour ça qu'on est là, puis c'est pour ça qu'on doit faire des podcasts. Il arrive quoi avec ton client dans 6 semaines? Il arrive quoi avec ton client dans 12 semaines? Puis dans 8 mois, j'ose dire dans 8 mois, ton client, est-ce qu'il a continué à évoluer ou est-ce que tu es toujours un peu pogné à faire les mêmes affaires pour à peu près le même résultat, mais tu te dis, hey, je fais de la neuro, puis tu es capable de mettre ça sur les réseaux sociaux. Donc, tu sais, c'est ça. Là, je pense qu'on est rendu au point où il y a plusieurs personnes qui sont intéressées à la neuro, mais ceux qui sont vraiment intéressés, il faut qu'ils commencent à basculer vers nos univers parce que on a des clés que les autres n'ont pas, juste parce que finalement, ça fait toutes ces années-là qu'on combine. Et on n'a jamais lâché le morceau de la posturologie. Et évidemment, il y en a plusieurs qui l'ont appris en Europe, qui ont trouvé ça un peu compliqué. Puis honnêtement, je sympathise parce que ça l'est. Sauf qu'après ça, c'est à quel point est-ce que tu es sérieux dans ta démarche, à quel point est-ce que tu veux le bien-être de ceux qui te font confiance. Et là, c'est des choix à faire pour ces gens-là. Donc, que ces gens-là soient introduits à des techniques de réflexe archaïque par des formateurs à droite ou à gauche, je trouve ça tout à fait correct. Là où je pense qu'il y a peut-être un pont à faire, c'est qu'il faudrait que ces gens-là rapidement se fassent influencer pour dire, vous savez, si vous voulez aller plus loin, il faut aller voir des gars comme Yann, comme Gab, puis Matt, parce qu'eux autres, ça fait vraiment des années qu'ils font ce que moi je vous enseigne. Ils l'ont fait sur des milliers de personnes, puis ils le combinent avec des outils qui sont encore plus puissants. Ça, c'est la vérité. Donc, on est là pour le dire. Matt, si il ne reste pas beaucoup de temps, j'aimerais ça faire ce qu'on aurait peut-être dû faire bien avant, que tu nous parles exactement c'est quoi pour toi la posturologie, que tu le vulgarises pour que les gens qui nous écoutent, qui écoutent le podcast depuis 40 minutes puis sont comme, OK, mais c'est quoi la posturologie, la combinaison avec la neurofonctionnelle, les patrons moteurs, je veux que tu nous expliques ça dans tes mots à toi. Ouais. Rapidement, c'est simple en fait, c'est que l'être humain, quand il fonctionne bien, fonctionne de manière équilibrée. Et ça, c'est vrai pour tous les systèmes de son corps. C'est vrai pour sa tête, c'est vrai pour absolument tout ce qui le compose. Donc, l'équilibre au niveau musculaire, ce qu'on recherche tous, qu'on soit préparateur physique, ostéopathe ou autre, l'équilibre au niveau musculaire, c'est l'absence de déséquilibre. Alors, par le fait même, si on regarde quelqu'un de face, les deux épaules devraient être alignées, le bassin devrait être aligné. En fait, tout dans l'organisme devrait être aligné au niveau musculo-squelettique. Le posturologue s'intéresse à est-ce qu'il y a un déséquilibre, d'où il vient, puis comment est-ce qu'on peut le corriger de façon permanente. À partir du moment où on équilibre le corps physique, on donne un meilleur accès à cette personne-là pour qu'elle puisse connecter avec ses muscles. Et là, comme tout ce qu'on fait dans la vie, en fait, il n'y a que deux façons qu'on a de communiquer avec le monde extérieur. Donc, si on veut être conséquent dans notre vie, si on veut vivre notre vie, il n'y a que par deux mécanismes qu'on peut le faire. On peut contracter des muscles pour faire des actions et on peut suer. Il y a la sueur. Alors après, la sueur, c'est le fun, mais bon, ça intéresse, à part le fait que tu dis à un moment donné, il faut que je prenne une douche. Donc ça, mais il n'y a que deux façons qu'on a de communiquer avec le monde externe. Par la sueur qu'on produit, par les mouvements que l'on fait. Donc, on optimise la façon dont quelqu'un est capable de faire des mouvements. Alors, évidemment, pour la performance sportive, ça va de soi que c'est intéressant parce qu'on va bouger tout aussi bien qu'on est équilibré dans notre posture. D'ailleurs, Dr. Bricot le dit très bien, le mouvement, c'est rien d'autre qu'une succession de postures. Ça, c'est peut-être la meilleure définition de la posturologie. Ça lui revient, c'est vraiment, je pense que personne n'a fait mieux à ce niveau-là. Et à ce moment-là, comme nous, les petits cartables, là, à l'époque, là, tu tournes le petit livret, puis les photos
comme une bande dessinée qui se déroule. Dans le fond, c'est ça un peu le mouvement. Écoute, j'aurais jamais pensé à cet exemple. T'as la première photo, puis là, tu laisses aller toutes les photos, puis ça te fait un mouvement. Ben, c'est ça, une succession de postures. C'est exact. Oui. Le statique, en fait, le dynamique, c'est l'extension du statique. Oui, exactement. Puis l'expression de comment on fonctionne, la base de tout ça, c'est comment on fonctionne quand... En fait, l'expression de comment on fonctionne quand on bouge, ben la base de ça, c'est comment on fonctionne quand on bouge pas. Le meilleur exemple que moi, j'ai trouvé, c'est par exemple en Formule 1, là où les enjeux sont les plus élevés par rapport à la performance et à l'argent qui est investi. Ben, il y a combien d'ingénieurs qui se cassent la tête pour équilibrer une voiture avant même que le pilote pense à mettre ses deux fesses dedans pour voir si on est capable de gagner un Grand Prix. Alors, nous, on est un peu ces ingénieurs-là pour le corps humain et le corps humain est quand même, j'ose dire, plus complexe qu'une Formule 1. Alors, évidemment, je pense que dans le respect de cette complexité-là, on se doit d'essayer de comprendre au mieux comment le système fonctionne. Puis c'est ce qui fait que, ben, si je regarde dans les 2 dernières années comment on travaille, ça a beaucoup évolué. J'ose penser que d'ici 2 ans, on va regarder ce qu'on fait aujourd'hui puis on va faire, ouais, finalement, on n'était pas mauvais, mais, tu sais, il nous manquait des billes. Puis moi, c'est ça mon obsession, c'est de s'assurer que nos pratiques évoluent constamment vers, finalement, des meilleures solutions. Puis pour les mêmes personnes, tu sais, on a tous des clients qui nous suivent depuis le début de notre carrière. Je trouve que ces gens-là, puis les nouveaux qui vont venir, ben, méritent qu'on fasse ça, en fait. Tu sais, parce qu'eux autres, ils nous font confiance. Puis je pense que c'est par respect qu'on doit faire mieux que d'apprendre comment fonctionnent les réflexes archaïques pendant 2 jours puis essayer de se bâtir une carrière sur Instagram. Ça, les réflexes archaïques, c'est tous les petits mouvements là, qu'on peut voir en ligne là, qui ont l'air un peu bizarres. Avant qu'on termine, Oui. je veux juste que tu nous expliques justement le rôle de l'Institut IP par rapport à ça, puis comment les gens peuvent comprendre c'est quoi le rôle des patrons moteurs ou des exercices archaïques, comme on mentionne. L'Institut IP, dans le fond, c'est une formation qui enseigne à des professionnels du mouvement 90 exercices dans une séquence tout à fait particulière qui vise l'intégration de tous les réflexes qui sont présents à la naissance et qui sont le signe d'un manque de connexion entre le cerveau et les muscles. Alors, plus qu'un enfant apprend à bouger, plus qu'il intègre ses patrons moteurs, plus qu'il réussit à inhiber les réflexes archaïques. Et à ce moment-là, en fait, il est capable d'utiliser ses muscles comme il veut. Donc, l'Institut IP, on a développé une formule qui s'appelle la méthode IP parce que c'est à la mode d'avoir des méthodes. Donc, la méthode IP, je trouve ça encore drôle, mais en fait, c'est quoi? C'est vraiment une méthode, en fait. C'est vraiment 90 exercices qu'on suggère aux gens qui se font former à utiliser dans un ordre précis. Et ça a été pensé de façon à vraiment intégrer tous les réflexes archaïques et même plus. C'est une très bonne combinaison entre l'approche de neurologie fonctionnelle américaine, l'approche plus française qui est à peu près exclusivement basée sur les réflexes archaïques. Puis comme veut pas, on a été influencé par ces 2 mondes-là depuis des années. J'ai pas mal tout mis ça ensemble pédagogiquement dans une formule où les gens peuvent faire les cours puis faire « Hey, je pensais que ça allait être compliqué, mais finalement, tu sais, je suis rassuré puis je suis capable de travailler avec ces outils-là. » Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire depuis 2016. Génial. Ben écoute, un gros merci pour ce que tu fais. Continue à le faire parce que ben, nous autres, on aime bien ça, on triple là-dessus. On a du fun. Exact. Puis j'espère qu'on va se revoir très bientôt pour un autre podcast. On aimerait ça aller dans le détail de plusieurs éléments. Et même juste dans ce que tu as dit aujourd'hui, il y a déjà des choses, j'aimerais ça te poser des questions. Mais on est short en temps. On wrap up ça aujourd'hui, les boys. Un gros merci. Merci à vous autres, les gars. Merci à Thomas. Merci.